Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va découvrir la ville de Genova, donc on est ici sur cette partie de l'Italie. En particulier la ville de Genova est le chef-lieu de la région Liguria en Italie. On voit tout de suite l'Aquarium de Genova, c'est l'Aquarium de Genova qui est aussi le plus grand en Italie. Le port de Genova aussi est très fameux, plutôt important en Italie et en Europe. Il est le plus grand en Italie et un des plus grands en Europe. Aussi son centre historique est un des plus grands d'Europe et un des plus habités de toute l'Europe. Elle a été aussi une des villes les plus riches en Europe. Ça aussi grâce à le fait que la ville de Genova était le chef-lieu de la République de Genova de l'11e jusqu'au 18e siècle. Et ça a été une des républiques de la mer les plus importantes de toute la Méditerranée en effet. Ici aussi sont nés des personnages plutôt importants comme par exemple Cristoforo Colombo, l'explorateur, et aussi l'architecte Renzo Piano. Francesco Petrarca, l'écrivain, l'avait appelé la superbe. D'un point de vue géographique, la ville se trouve sur la mer Ligure, golfe de Genova aussi, et aussi à l'embouchure de deux fleuves, Polcevera, qui va ici le long de la vallée Polcevera, et Bisagno, le fleuve Bisagno est ici, se trouve ici, le long de la vallée Bisagno. Et en effet, il se semble que la première partie, le premier établissement historiquement de la ville avait été fondé comme un port fluvial le long du fleuve Bisagno, donc plus ou moins ici. Une chose très intéressante aussi de la ville est qu'en effet, on n'a pas seulement la mer ici, mais il y a aussi des montagnes à l'arrière-pays. Donc si on va regarder ici, où on peut voir les reliefs, on voit vraiment que type de paysage il y a. Donc il y a vraiment des montagnes. Directement à l'arrière-pays de Genova, il y a l'Apennin Ligure genovese. Donc il y a des montagnes qui environ ont une hauteur de 1200 mètres. Cette image, je la trouve très jolie parce qu'on peut voir comment était Gênes au 15e siècle. Et c'est vraiment super belle, moi je trouve. On voit beaucoup de tours, beaucoup des églises aussi, beaucoup de châteaux. Et le port naturellement très actif. Comme je vous ai dit, la ville a été très important pour le commerce, comme elle était une république de la mer naturellement. Donc cette carte est vraiment impressionnante parce que ça vous donne une idée de combien et jusqu'où la république de Gênes était développée. Donc les zones rouges, le premier rouge ici, étaient les zones qui étaient occupées de la république de Gênes durablement. Donc on voit pas seulement la Corse et une partie de la Sardaigne ici, mais aussi plusieurs petites îles et villes aussi de cette zone ici, près de la Grèce et la Turquie. Et après aussi dans cette zone ici, ok, à Crimée. Sur cette zone, il y a aussi, je ne me rappelle pas où exactement, mais il y a aussi, même aujourd'hui, un château qui avait été réalisé par la République de Gênes. Et c'est encore là. Et après, on a différentes zones, différentes couleurs selon le type d'occupation, on peut dire comme ça. Par exemple, pratiquement toute l'Espagne et tout le Portugal. La République de Gênes avait ici un contrôle de type bancaire. Et après, sur cette zone ici de Flandre aussi, mais là, c'était une occupation plus commerciale. Même ici, ok, dans cette zone ici, près de Jérusalem, naturellement, la République de Gênes, comme autre république de la mer de cette période, avait joué un rôle très important pendant les croisades. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y avait des zones contrôlées directement par la République de Gênes ici. Et où vous voyez cette petite point ici, carré, et on en voit beaucoup sur cette carte, c'était des colonies commerciales ou des zones qui étaient des bases pour le commerce pour la République de Gênes. Donc, c'est impressionnante vraiment. L'origine du nom de la ville Genova, Gênes, est aussi très intéressant parce que ça vient probablement de genou, geneux, qui signifie mâchoire, et donc avec référence du fait que la ville se trouve à la fin, donc à l'embouchure d'un fleuve, surtout le Bisagno. Et en effet, historiquement, il semble que le premier établissement de la ville se trouvait à l'embouchure de cette fleuve, et donc la ville au début était un port fluvial. Après, au Moyen-Âge, le nom de la ville devient Lannoy. Lannoy est un mot latin en effet qui signifie porte d'entrée. Et là était aussi née la légende selon laquelle le nom de Genova vient probablement de Giano, le dieu Giano, Janus Bifron, qui était un dieu qui avait une double face. Et donc, selon la légende, le dieu Giano devait ici contrôler avec une face
la mer et avec l'autre face les montagnes. Donc pour ce qui concerne l'histoire de Genova, il semble qu'il y avait des habitants déjà au 5e millénaire avant Jésus-Christ, donc vraiment très ancienne en effet. Après, il y a eu des populations plutôt importantes qui ont habité ici, comme par exemple les Étrusques, les Romains. Avec les Romains, la ville commence déjà à devenir plutôt importante pour le commerce, grâce à des connexions avec des importantes villes romaines comme Piacenza et Tortona. Au Moyen-Âge, il y a eu beaucoup de centres religieux qui ont aidé la ville à se développer pour une grande production de plusieurs produits de l'agriculture. Et grâce à ça aussi, a augmenté beaucoup le commerce de la ville, donc l'activité commerciale de la ville. Naturellement, surtout grâce à la mer. Après, à partir du XIe siècle, la ville commence à devenir toujours plus autonome et en devenant au début commune autonome et après république. La République de Gênes, comme je disais, termine seulement au XVIIIe siècle. Donc c'est une histoire vraiment très longue. Naturellement, comme la ville était devenue un centre si important et si stratégique, on devait la protéger, c'est-à-dire que la ville a presque toujours eu un certain type de murs qui se sont développés pendant son histoire. La ville a eu en totalité de 7 cercles de murs qui ont été réalisés par différentes populations. Ici, on peut voir la première partie des murs, donc ça semble qu'il n'était pas si grande en effet. Quand même, il y en avait. Après, les murs se sont développés beaucoup dans l'histoire et cette carte ici nous montre le dernier développement des murs. Donc, on voit clairement la différence. Donc, ce sont bien plus grandes. Et donc, il y a eu des murs déjà par les Romains, après avec les Romains. Après, les Byzantins aussi avaient réalisé des murs, les Lombards aussi. Une des dernières cercles de murs qui ont été réalisés dans la ville étaient les murs de la Renaissance. Alors, la première partie de notre promenade sera celle-ci. Donc, ici, où vous voyez Piazza Principe, ici au sommet de la carte, c'est en effet la gare de Genova. Donc, si vous arrivez en train, vous pouvez arriver jusque-là et puis on peut se promener ici. Donc, on va voir cette zone ici. Puis, on ira voir la Porta dei Vacca. On ira voir un petit peu l'aquario de Genova et un petit peu le port aussi. Et après, on ira voir cette partie ici, donc un petit peu plus au sud. Ici, il y a l'aquario de Genova. Et donc, on ira voir des palais, des églises, des places, des choses vraiment très belles. Alors, nous commençons par Piazza della Commenda. Ici, vous voyez ici, Stazione Genova, Piazza Principe, la gare de Genova. Donc, on est ici. Cette place est vraiment très jolie. C'est une petite place, mais c'est toujours très belle. Piazza della Commenda prend le nom particulier de ce palais ici, ce bâtiment ici, qui est appelé la Commenda. Et après, plus à nord ici, il y a une église. En effet, ce sont deux églises, une église inférieure et une église supérieure. Alors, ce palais, tous ces palais, tous ces bâtiments ici, la Commenda et les églises ont été réalisés au XIIe siècle. Vous devez penser que le paysage, on peut dire comme ça, était plutôt différent parce que si on regarde sur la carte ici en bas, on voit qu'on n'est pas directement en face de la mer, et on le voit ici aussi, naturellement. Mais dans le passé, quand ces bâtiments ont été réalisés, on était vraiment presque en face de la mer. Et aussi, on était au dehors des murs. La Commenda, ce palais ici, a 3 étages. Il a été utilisé comme hôpital et couvent. Il a été utilisé au début pour les pèlerins qui arrivaient de Jérusalem et après, on l'a utilisé comme hôpital pour les malades de la ville. Les églises ici, on voit de l'extérieur déjà une structure architecturale vraiment super belle, super jolie. Tous ces bâtiments sont ainsi romains, naturellement. Rappelez-vous de cet style avec des pierres blanches et grises parce qu'on le verra beaucoup à Genova, pas seulement ici, et c'est une chose vraiment typique de beaucoup de palais. À Genova, on voit une chose plutôt particulière de cette église, si on va de ce côté, parce qu'en effet, ici, il y a l'abside de l'église supérieure.
On voit le clocher aussi du XIIe siècle, aussi avec ses belles fenêtres jumelées, mais une chose qu'on ne voit pas, en effet, la façade. Donc, cette église n'ont pas la façade, et c'est une chose vraiment bizarre, hein, unique, je dirais. Aussi, de l'église inférieure, il y avait un tunnel souterrain qui permettait aux personnes d'entrer directement dans le bateau, donc sans la nécessité de sortir dans la place pour aller au bateau, et ça c'était aussi très pratique. Ceci est l'intérieur de l'église inférieure. Vraiment super belle. Ici à gauche, on peut remarquer des restes fresques, ok, donc des décorations. Celle-ci est l'église supérieure. Et oui, les pierres sont vraiment si noires comme on les voit sur cette photo. Et c'est vraiment une chose unique, plutôt rare. On ne le voit pas souvent dans des églises, en Italie surtout, je dirais. C'est une des voûtes dans une église complètement réalisée en pierre, les plus grandes dans toute l'Europe, donc la surface est aussi plutôt grande. Et on est arrivé à la Torre dei Vacca, qui est en effet composée par deux tours. Et au sommet des tours, il y a des merles gibelins aussi. La tour a été composée au XIIe siècle et elle est connectée grâce à cette arcade ici. Donc ici, on est de l'autre côté de la porte. On voit aussi ces doubles niveaux de colonnes. Aussi, si on regarde un petit peu, les décorations des chapiteaux sont aussi très jolies. Ici, on ne voit pas trop bien. De toute façon, c'est une structure vraiment super belle et aussi plutôt ancienne. Alors, d'ici, on a une très belle vue du port de Genova, qui est le plus grand port d'Italie, aussi le plus important comme numéro de personnes qui travaillent, numéro de lignes de navigation qui travaillent avec ce port ici, et pour numéro de containers aussi qui passent à travers ce port ici. Il a une totale de 22 km de quai. Alors, comme on est à Genova, je vous dis justement quelque chose sur l'aquario de Genova, qui est le plus grand d'Italie. Il a été réalisé en l'an 1992 et quand il a été réalisé, il était le plus grand d'Europe et le deuxième au monde entier. Oui, donc il est vraiment très grand. On le peut voir ici aussi pour cette image, que c'est vraiment super intéressant parce qu'on peut vraiment l'explorer. Ici, il a 15 000 animaux à peu près et pour une totalité de environ 400 espèces différentes. Donc, c'est vraiment super grand. Il a 43 bassins en total. Une chose aussi très intéressante est comme on se trouve tout proche, tout près de la mer, on utilise l'eau de la mer qui naturellement est contrôlée et filtrée plusieurs fois, mais aussi ça, c'est naturellement une chose très intéressante. Et l'aquario de Genova avait été planifié par Renzo Piano. Ce palais ici est la Loggia dei Banchi qui se trouve sur cette petite jolie place, Piazza dei Banchi. Au Moyen-Âge, sur cette zone, il y avait les changeurs d'argent. Après, au XVe siècle, on avait bâti ici un bâtiment qui après avait été détruit à cause d'un incendie, donc on l'a rebâti au XVIe siècle. Donc ce palais ici, l'actuel remonte au XVIe siècle. Au XIXe siècle, ici, il y avait la bourse des marchandises et des valeurs. Donc ceci est l'intérieur du palais, donc vraiment très joli avec des décorations aussi et avec des très belles colonnes. Ici il y a un fresque aussi. Donc d'ici on peut descendre grâce à cette petite ruelle ici et on peut arriver jusqu'à une très belle place et à un très bel palais aussi. C'est ici à la place Piazza Caricamento.
est très grande aussi. Et après, de cet côté, il y a le palais qui nous intéresse maintenant. C'est le Palazzo di San Giorgio. Alors ici, on a le Palazzo di San Giorgio qui est un des palais les plus importants, des bâtiments les plus importants, plus fameux aussi de la ville de Genova. Il est même dédié à San Giorgio, Saint Georges, qui a été vraiment un des symboles pour la République de Genova. Il est clairement partagé en deux parties. En effet, il a été réalisé dans une période plutôt longue. On l'a commencé plus ou moins au XIIIe siècle et on l'a terminé entre le XVIe et le XVIIe siècle. Cette partie, plus vers l'arrière-pays, était réalisée au XIIIe siècle. On voit des briques apparentes ici au premier étage et au rez-de-chaussée, il y a des pierres. Le style est clairement plus du Moyen-Âge. Ici, on peut voir aussi deux parties des colonnes du premier bâtiment. Okay. Cette partie du palais, au contraire, est clairement plus récente. On l'a réalisée au XVIe siècle. Mais les décorations sont plus récentes, en effet, elles ont été réalisées au XXe siècle. Celle-ci est la façade du Palazzo San Giorgio. Au sommet, la tour horloge a été réalisée au XVIIe siècle. Les décorations ici en faux marbre et donc toute cette colonne ici sont tout en effet des décorations, mais cette décoration a été réalisée au XXe siècle. Toutefois, c'est toujours très joli. La scène principale ici est naturellement Saint Georges qui tue le dragon. Et puis, on a ici en bas des personnages qui ont été plutôt importants pour la ville de Genova. Palazzo San Giorgio a été utilisé pour différentes choses. Dans son histoire, au début, il a été utilisé pour le pouvoir politique. En effet, il se trouvait pas trop loin de la zone appelée Sottoripa, qui était le centre de la vie économique de la ville. Après, il a été utilisé aussi comme prison. En effet, le très fameux explorateur Marco Polo était emprisonné ici et pendant son période ici, il a écrit Le Milione, qui a été son livre probablement le plus fameux. Après, il a été utilisé comme le palais, on le voit ici de la carte, il se trouve même aujourd'hui pas trop loin de la mer. On contrôlait le trafic maritime d'ici et on utilisait le palais aussi comme douane. Après, au XVe siècle, ce palais est devenu une des premières banques d'Italie. Banco di San Giorgio. Alors d'ici, on peut aller vers le port. On va voir une structure qui n'est pas si ancienne, mais toutefois très jolie, très intéressante. On parle du bigo. Ok, on le voit déjà un petit peu. Le bigo est cette structure ici. Cette espèce de sculpture moderne. En effet, c'est une structure plutôt intéressante. Elle a été réalisée par Renzo Piano en l'an 1992. Il représente un type de grue qui s'appelle bigo en italien, qu'on utilise sur les navires. Et pas seulement ça, une chose très intéressante est qu'ici on voit cet ascenseur ici qui monte et toute la structure tourne à 360 degrés. Et comme ça, on peut avoir une très belle vue sur toute la ville. Alors d'ici, nous pouvons nous promener le long de l'eau pour rejoindre une autre porte de la ville. Comme je vous ai dit, la ville a eu plusieurs murs dans son histoire et naturellement, s'il y avait des murs, il y avait des portes de la ville aussi pour entrer dans la ville, pour passer. Celle-ci est appelée aussi Porta Siberia ou Porta del Molo, naturellement parce qu'on ne se trouve pas trop loin du port. Là, voilà, ici. On la voit déjà qu'elle n'est pas trop ancienne. Elle a été réalisée au XVIe siècle, mais la structure est vraiment plutôt grande, plutôt imposante.
Alors ici, on voit une autre tour, la Torre degli Imbriaci. Elle est une tour qui a été réalisée au XIIe siècle et pour la réaliser, on a utilisé probablement des pierres des murs de la ville. Le nom Imbriaci vient de Guglielmo Imbriaco qui était allé dans une des croisades. Et elle se trouve aussi sur une des zones qui est la plus ancienne de la ville où il y avait probablement le castrum romain aussi. Et ça nous a rappelé aussi du nom de l'église de Santa Maria di Castello, celle-ci qui se trouve pas trop loin de cette tour. Castello, ça signifie château. Celle-ci est une autre tour de la ville de Genova, la Torre Maruffo. La famille Maruffo a joué un rôle très important pour la ville de Genova, surtout pendant les guerres contre les villes de Pisa et de Venise, qui étaient aussi des républiques de la mer. Cette tour a été réalisée au XIIIe siècle et elle ne se trouve pas trop loin de la cathédrale de San Lorenzo. Alors, cette belle église ici est la cathédrale de San Lorenzo. C'est l'église la plus grande de la ville de Genova. Elle est vraiment super belle. Elle a été réalisée sur une zone où il y avait très probablement, avec les Romains, un cimetière. Après, entre le XVIe et le XVIIe siècle, on avait réalisé une cathédrale qui après a été détruite et on a réalisé une autre église, après une autre basilique au XIe siècle. Après, on l'a modifié un petit peu, on a réalisé des décorations aussi dans la période de Renaissance et un style baroque aussi un peu plus tard. La façade est super belle, on voit des pierres blanches et des pierres grises. Dans le projet original, on voulait faire deux tours sur la façade. On a terminé seulement la tour de droite, la tour de gauche, on ne l'a pas terminée, mais on a réalisé une loge au XVe siècle. Il y a un très bel rosace aussi. Les portails sont aussi très beaux et ils nous rappellent des églises de la France en style gothique. Et en effet, ils ont été faits au XIIIe siècle par des maîtres qui venaient de la France. Si on regarde le portail central, il y a de très belles décorations, les poteaux ici même et aussi sur la lunette. Donc au-dessus du portail central, il y a cette belle lunette avec la représentation de Christ entouré par les quatre symboles de quatre évangélistes. Au-dessous de Jésus, il y a le martyr de San Lorenzo. Si on reste dans l'extérieur de l'église, mais on va sur le côté de l'église, on voit des portails aussi très très beaux, en style roman, comme par exemple celui-ci. Et après, de l'autre côté aussi, il y a des structures architecturales vraiment super belles. Voilà, celui-ci est vraiment super beau aussi. Et puis ici, il y a des autres structures architecturales, comme je vous ai dit. Celle-ci aussi très très jolie. Alors ici, nous sommes à l'intérieur de la cathédrale de San Lorenzo et la structure architecturale de l'église est vraiment particulière. Donc on a le surnommé endonartece, c'est-à-dire un narthex, un artece, mais à l'intérieur. Et ça est déjà bizarre parce que le narthex était une structure qui se trouvait normalement à l'extérieur des églises plutôt anciennes, paléochrétiennes même. Mais ici, il se trouve à l'intérieur. Donc, c'est comme une espèce d'entrée entre le portail principal et cette arcade ici. On a utilisé des pierres blanches, des pierres grises, on le voit très bien ici. Mais sinon, la cathédrale est partagée en trois nefs. Chaque nef a son abside. Les nefs latérales sont surmontées des fausses tribunes, des fausses matroneilles. Les matroneilles étaient des tribunes qui se trouvaient à l'intérieur des églises, surtout au Moyen-Âge. Et de là, les femmes pouvaient suivre les célébrations liturgiques. Mais là, il n'y a pas de couloir, donc c'est vraiment des fausses tribunes, comme je disais. Mais on voit une chose aussi plutôt particulière là, parce que la partie supérieure de cette partie architecturale est réalisée avec des pierres complètement grises. Et cette partie remonte au 11e, 12e siècle à peu près. La partie inférieure, où il y a ces grandes colonnes ici, a été réalisée successivement. Et ça est déjà bizarre parce que normalement, dans toutes les parties architecturales, les parties plus récentes se trouvent au-dessus, pas en bas, ok?
Donc ça est plutôt bizarre. Ce qui était passé ici est qu'il y avait eu un incendie, mais on avait réussi à récupérer la partie supérieure parce qu'on avait perdu la partie inférieure, mais on avait mis des structures en bois au-dessous pour récupérer la partie supérieure. Et ça a été possible, pourquoi? Parce que les habitants de Gênes, les Génois, avaient naturellement une très longue, une très grande expérience dans des réalisations des structures comme ça, grâce à l'industrie des navires. Alors, on a aussi des décorations très jolies. Ici, on voit par exemple des restes de fresques, des belles chapelles comme celle-ci. Et ici, on a une chapelle plutôt belle du XVe siècle, plutôt grande aussi, qui est dédiée à San Giovanni Battista. L'abside principale a un style complètement différent. On le voit déjà, même pour les couleurs, parce que si la plupart de l'église a une couleur plutôt gris, pas si lumineux, l'abside principale, elle est vraiment si lumineux. Il y a toutes ces décorations, toutes ces fresques, et le style est bien plus successif. Le style est plus baroque, je dirais. Alors, ce qu'on peut faire est qu'on peut aller ici, c'est-à-dire au sommet de l'église. Ok, ça c'est vraiment très joli. On peut avoir aussi une vue sur des autres parties de la ville. Ici, on voit la loge de la tour de gauche. Ok. Et ici, il y a l'autre tour qui en effet est le clocher de l'église. Ok. Et oui, donc ça est vraiment super, super beau. D'ici, on a aussi une belle vue sur cette partie de la ville. Alors, cette toute petite place est vraiment un petit bijou. Elle est appelée Piazza San Matteo. Moi, je l'appelle aussi Piazza Doria parce qu'il y a beaucoup de palais qui avaient été de propriété de la famille Doria. La famille Doria était une des plus importantes, avec beaucoup de pouvoir aussi, pour l'histoire de la ville de Genova, pour la République de Genova. Et donc, cette place est aussi plutôt ancienne. Elle a été réalisée au XIIIe siècle. Il y a cette petite église, l'église de San Matteo, et beaucoup de palais aussi. Très joli. On voit une chose tout de suite, couleur, ok, les couleurs des bâtiments. Donc on a le blanche de marbre blanche, et le noir de la pierre noire du promontorio. Alors ce palais ici par exemple est le palais Branca Doria. Branca, il était un noble de la famille Doria et ce palais était réalisé au XIIIe siècle. Et après on a ce palais ici, Lamba Doria. Lamba, il était un amiral de la famille Doria. Et en effet, la République de Gênes avait donné comme cadeau ce palais à Lamba Doria parce qu'il avait battu les Vénitiens dans une bataille au XIIIe siècle. Alors celle-ci est la petite église de San Matteo qui avait été réalisée au début au XIIe siècle comme chapelle privée pour la famille Doria, avait été après modifiée au XIIIe siècle et après rebâtie au XVIe siècle. La chose intéressante est que l'église est même aujourd'hui de propriété de la famille Doria. C'est vraiment intéressant. Et la façade est très jolie aussi. Au-dessous de cette petite fenêtre de droite, il y a ce petit décoration ici qui en effet vient d'un sarcophage romain. Donc ici on le voit un peu mieux. Eux aussi il y a une inscription au-dessous. Bon, en effet, il y a beaucoup d'inscriptions maintenant que je vois. C'est vraiment super intéressant combien d'inscriptions il y a dans toute cette pierre ici.
Ok, après, sur cette lunette, il y a la représentation de San Matteo. Ok, San Matteo, il était un saint qui était responsable pour les excises, comme était la famille Doria dans son histoire. Alors, ici, on est arrivé à Piazza Matteotti, qui est une place qui a été réalisée au XVIe siècle, mais en effet, on a trouvé les restes d'une domus romaine sur cette zone ici. Elle est une place plutôt grande et elle est aussi une des places principales de la ville de Genova. Et ce palais ici, et le palais qui nous intéresse en particulier ici, il est le Palazzo Ducale. Le Palazzo Ducale, il était, on peut dire, le siège pour les doges de la République de Gênes. Il a été réalisé dans plusieurs périodes. La partie centrale a été rebâtie au XVIIIe siècle. À l'intérieur, aujourd'hui, il y a beaucoup de salles qui sont utilisées aujourd'hui pour des événements culturels, des expositions d'art, etc. Et la première partie du palais avait été réalisée en effet au XIVe siècle. Alors, celle-ci est une des portes les plus intéressantes de la ville de Genova. Elle est appelée Porta Soprano ou Porta Superana. Superana, soprana, ça signifie supérieur. Donc, ça pourquoi? Parce que, en effet, cette porte s'est trouvée sur une position surélevée, si l'on compare au centre de la ville. Elle s'est trouvée sur la partie des murs qui avait été réalisée entre le 9e et le 10e siècle. Donc, elle est aussi plutôt ancienne. Sous l'arcade, il y a des inscriptions qui sont vraiment très intéressantes parce qu'en effet, elle est la porte même qui parle à l'habitant de Gênes ou à la personne qui passait sous l'arcade même pour entrer dans la ville. Donc ça est vraiment très intéressant. La structure est vraiment très belle, très imposante. Il y a cette belle colonne aussi ici. Et aussi, je voulais vous montrer cette petite partie des murs qui est aussi restée jusqu'à aujourd'hui. Et à un certain moment, on avait même réalisé, la Renaissance, on avait réalisé une maison sous l'arcade de la porte, ok, donc dans cette partie ici. Donc elle est composée par ces deux grandes tours et l'arcade au milieu. En front de la porte Soprana, il y a cette belle ruelle ici, ok, donc on peut descendre d'ici. On peut descendre jusqu'à rejoindre une maison plutôt particulière. Ok, celle-ci est une petite maison où Cristoforo Colombo a vécu quand il était jeune. Ce bâtiment ici, en effet, est une reconstruction du XVIIIe siècle, mais de toute façon, il y a un musée dédié naturellement à Cristoforo Colombo maintenant. Et aussi, une autre petite chose qu'on peut voir d'ici. Là, on voit la porte, naturellement.
ici, il y a une chose plutôt particulière. C'est ici est le reste d'un cloître, d'une église. Le cloître avait été réalisé au XIIIe siècle. L'église, malheureusement, avait été détruite au XVIIIe siècle. Alors, on a terminé pour cette vidéo. Je vous laisse avec cette très belle vue qu'on peut avoir tout près du Belvedere Castelletto et de Genova. Donc ici, il y a la partie historique de la ville. On voit déjà les clochers et le port est là-bas. Oui, j'espère que la vidéo vous a plu. Rappelez-vous de mettre un like, de vous inscrire à mon channel et de m'aider pour développer mon channel. Vous trouvez le link pour contribuer à mon channel dans ma page Linktree. Et oui, merci beaucoup et on se voit la prochaine. Bye bye, ciao ciao.